Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Un petit message avant de commencer, je voulais vous dire que j'apprécie énormément de faire ce podcast et j'espère que ça vous plaît de l'écouter aussi. Si ça vous plaît et que vous voulez m'aider, en tout cas n'hésitez pas à mettre une note et un avis dans Apple Podcast ou dans votre appli de podcast, ça m'aide vraiment énormément à le faire découvrir. Et aussi, je suis hyper preneur de retours, positifs ou négatifs. Vous pouvez m'écrire sur lepodcastdelaprod@gmail.com et je suis hyper curieux de connaître un peu ce que vous aimez et ce que vous aimez pas dans ces épisodes. Peut-être aussi des suggestions de nouveaux invités que je connaîtrais pas. Et puis aussi, s'il y a des questions que je pose pas et que vous voudriez me voir poser, n'hésitez pas à me les suggérer aussi ou toute autre suggestion. Voilà, je suis hyper preneur. Je vous remercie et n'hésitez surtout pas. Bonjour Jérôme. Salut Jean-Baptiste. Merci à toi d'accepter mon invitation pour le podcast de la prod. C'est un plaisir. Je te présente très rapidement, tu es le boss de l'APAC, pour ceux qui ne te connaissent pas, et donc tu vas me raconter un peu toute ton histoire de producteur. Allons-y. Super. Eh ben écoute, petite question sur le début. Toi, t'as grandi où ? J'ai grandi en région parisienne. J'étais à la lisière de la vallée de Chevreuse, donc ça c'est le côté un peu glamour du truc. Et j'étais non loin d'une ville qui s'appelle Les Ulysses, qui était un petit peu moins glamour. D'accord. Mais voilà, donc un vrai banlieusard. D'accord. T'étais resté là-bas jusqu'à la vingtaine, un truc comme ça ? Je suis resté là-bas, écoute, non, je suis parti assez tôt de chez mes parents. J'ai eu le bac à 17 ans et puis j'ai enchaîné directement sur une prépa HEC en 1 an et j'ai filé à Bordeaux, j'avais 18 ans quand même, faire mes études. J'ai quitté le foyer assez tôt. Tout jeune. Et du coup, t'es allé faire quoi ? T'es resté combien de temps à Bordeaux ? J'ai fait une école de commerce pendant 3 ans, entrecoupé d'une année où qui sera importante un peu dans le parcours parce que tu sais, dans ces écoles, t'as toujours le choix à un moment de partir soit à l'étranger pendant une année, soit d'aller bosser. Moi, j'avais fait le choix de bosser, et donc ça m'a valu 2 stages hyper importants et décisifs. Un, c'était la création de chaîne la 5e, donc maintenant France 5. Ouais. J'ai bossé pendant 6 mois au service des études d'audience. Voilà. Et puis après, j'ai enchaîné sur un stage chez Virgin Music, qui a été assez décisif parce que à la fin de mes études, j'ai quasiment rempilé chez eux de manière immédiate. Voilà. C'est top ça. Et quand t'as commencé ton école de commerce, tu savais déjà que t'avais envie de te diriger vers ce genre de secteur ? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment, si tu veux, mon histoire. Et j'espère que ça paraîtra clair lors de notre échange. Mais moi, j'ai donc petit banlieusard qui a grandi une famille assez simple, avec beaucoup d'amour, mais dans un univers culturel assez simple. Enfant de la télé, en passant toutes mes journées, mes soirs, mes week-ends, les vacances devant Canal+. Ouais. Enfant du cinéma, bon, mes parents étaient assez occupés, donc je pouvais faire 3-4 séances de cinéma par semaine. Et donc oui, depuis gamin, c'était très clair dans ma tête, c'était journaliste. Et quand je disais journaliste, c'était plutôt critique de cinéma ou producteur, sans trop savoir d'ailleurs ce que ça voulait bien dire, ou homme politique. C'était les 3 rêves que j'avais en tête. Et puis la vie fait que tu te diriges à un moment vers une direction ou une autre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, comme je te le disais, devant les écrans, et aussi beaucoup de temps. Alors j'avais une petite anecdote qui fait bien marrer d'ailleurs les personnes dans le milieu de la prod, c'est que quand j'avais 3 ans, j'étais assez tonique et très réactif à la musique. Et ma mère m'a inscrit à un cours de claquettes. Ah ouais ? Voilà. Donc Excellent. évidemment, dans notre profession, pour ceux qui ne sont pas au courant, faire des claquettes est souvent quelque chose qu'on associe de manière figurée à l'exercice du métier de producteur. Mais donc j'ai fait des claquettes de l'âge de jusqu'à mon départ à Bordeaux, de 3 ans à 18 ans. Et donc ça, c'était aussi c'était on va dire la troisième le troisième angle du triangle, télé, cinéma, danse. C'est ce qui me prenait les 3 quarts de mon temps. Ah ouais, mais t'as Donc fait genre 15 ans de claquettes ?
15 ans de claquettes. Ouais. C'est énorme. 15 ans de claquettes entre le conservatoire de banlieue et puis à l'âge de 10-11 ans, j'avais été spoté par un des jurys qui m'avait demandé de venir au centre de la rue Blanche. Donc mes parents m'emmenaient tous les jeudis soirs à Pigalle. Donc c'était, tu vois, à 10-11 ans, c'était la montée sur la capitale, les rues chaudes, Ouais. les filles sur les trottoirs, bon voilà, mon père m'attendait dans la voiture. Et puis après, Pascal, mon prof à l'époque, est parti aux États-Unis. Il m'a recommandé, il m'a dit, il faut que tu continues, il faut que tu ailles au centre du Marais, quoi. Donc, et j'ai continué avec un prof qui s'appelle Victor Cuno, qui est toujours en activité. Et puis voilà. Et donc au centre du Marais, là, c'était les mercredis après, c'était les jeudis soirs, c'était les samedis après-midi. Enfin, ça prenait beaucoup de place. Et en fait, je fais ce petit détour-là parce que quand tu m'as posé la question de est-ce que tu savais, c'est vrai que à un moment dans ma scolarité, il y a vraiment eu la question de est-ce que j'enquille une voie théâtre, danse, parce que c'était une voie possible, ou une voie plus académique. J'étais pas un élève trop en difficulté, donc j'ai continué la voie classique. Et je pense que ça a été hyper important dans l'orientation. C'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce sans trop savoir ce que c'était. C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi Ouais. tu as choisi une école de commerce alors que tu avais quand même envie d'aller dans les médias ou dans la prod ou la musique? J'avais pas dans mon environnement familial vraiment D'exemple? d'exemples et de conseils, hein. Moi, mes parents, toute ma famille travaille sur les marchés en fait. Donc voilà, ils vendaient des fruits et légumes. Les grands-parents vendaient des fruits et légumes. Les autres grands-parents étaient bouchers. Enfin, donc j'avais un Ouais. environnement qui était pas du tout ouvert ou orienté de ce côté-là. Donc moi, j'ai suivi les conseils des profs, hein. Donc ils m'ont dit voilà, faut t'inscrire à une prépa. J'ai fait une prépa. Ils m'ont dit faut faire une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, je me suis dit ok. La comptabilité, les affaires internationales, l'audit, La c'est pas défense. trop, c'est pas trop mon histoire. KPMG, la BNP, tout ça, c'est pas trop mon histoire non plus. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu un bol incroyable. C'est en tout cas, ces écoles, elles offrent des opportunités, hein, et par les expériences professionnelles notamment. Et en première année, t'étais obligé de faire un stage de vente. Et il y avait une annonce. Et donc, j'ai vu une annonce pour Virgin Music, qui était donc une maison de disques, 11 places des Vosges. Et j'ai postulé, j'ai été pris. Et là, ça a été une découverte. Je me suis dit, OK, c'est cool. Je peux à la fois, donc, faire ces études académiques et recouper un monde un peu plus culturel, artistique qui m'allait bien. C'était un stage très, genre carrément vendeur de CD ou t'étais dans les bureaux à faire? Ah non, non, c'était le permis de conduire, la voiture, dans le coffre de la voiture des disques, des argumentaires papier, et puis te voilà sur la route entre la Fnac Créteil et la Fnac Italie 2. Alors là, on parle d'un monde, évidemment, tout ce monde a disparu. Mmh. Et tu mets en bac et t'essayes de négocier avec les mecs de chez Carrefour ou les centrales d'achat ou les vendeurs de la Fnac, la sortie du nouvel album de Massive Attack ou la sortie du nouvel album des Spice Girls, quoi. Et pour être sûr C'est vraiment ça. qu'ils la mettent bien en avant, qu'ils en prennent assez et tout ça? Exactement, D'accord. exactement. Ouais. Ça a duré combien de temps ça? Un job de représentant. Bah ça c'était Mmh. la première mission, c'était un mois, mais moi Ouais. c'était génial. C'est-à-dire que toutes les semaines tu recevais un colis avec toutes les nouveautés en CD, en vinyle, en cassette de la semaine. Rien que ça, c'était fantastique. Donc et puis voilà, et puis t'avais des trucs à les nouveautés à mettre en place, à vendre, le back catalogue. Enfin bon voilà, ça a été hyper instructif. Et puis surtout, le truc important, c'est que t'as 18-19 ans et en fait t'as un, un salarié d'une boîte comme Virgin qui te laisse sa clientèle, t'as une responsabilité hyper importante. Mmh. Et puis il faut développer tout un bagou, il faut garantir la clientèle. Enfin bon, non, et puis essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Ça c'était hyper instructif. C'est top et c'est pour ça que du coup tu as fait un deuxième stage ensuite dans ce même secteur, c'est ça que tu as dit? Ouais, bah voilà, en fin de deuxième année d'école, j'ai décidé de prendre une année de sabbatique pour des expériences professionnelles. Alors j'avais précisé un peu mon truc, j'avais vraiment envie de m'orienter vers la télé ou vers le cinéma. Bon, encore une fois, zéro contact, zéro numéro, zéro personne
que je puisse appeler. Et ben j'avais, je sais même plus comment c'est arrivé pour être sincère, ce truc de France 5. Je pense que c'est vraiment, j'ai dû envoyer des CV un peu bouteille à la mer. Et puis, écoute, c'était la création de la chaîne, de Jean-Marie Cavada à l'époque. C'était la chaîne pour le savoir, contre l'exclusion. Enfin, bon voilà, le programme était hyper chouette. Ici les Moulineaux. Et ce qui était très drôle, c'est que donc j'étais assistant du responsable des audiences. La chaîne venait de se créer. Bon voilà, les audiences étaient tellement faibles, mais bon, on était quand même tous les matins à 9h, enfin 8h30, en train de récupérer, ou 9h, les chiffres de médiamétrie, et pour tomber une analyse rapidement, et puis après faire le topo à Cavada, où on disait, bon oui, alors là, donc il y a un pic d'audience à 0,1, alors à 18h, on arrive à 0,3. Enfin bref, Ah ouais, 0,3 quoi. voilà, c'était assez rigolo. Mais ça m'a permis de voir aussi un autre aspect, et aussi de me rendre compte que bon, j'étais pas totalement fait pour le monde de la télé. Il y avait beaucoup de personnes pistonnées, il y avait beaucoup d'entre-gens. Je me sentais pas hyper à l'aise. Et je l'ai compris assez rapido. Et donc, j'ai retapé à la porte de mes copains chez Virgin avec qui je m'étais bien entendu. Et puis ils m'ont dit on te prend au mois de janvier. Et là pour le coup j'ai bossé pendant 6 mois au 11 Place des Vosges avec l'équipe commerciale, mais plus de ce qu'on appelle la promotion des ventes, quoi. Donc avec des outils pour permettre aux commerciaux de vendre les nouveaux albums, les nouveaux artistes. Et ça c'était super, quoi. Je dois tout à ces personnes à l'époque. C'était super ambiance. C'était la grande époque du disque, donc euh, des fêtes tout le temps, des artistes qui venaient, t'avais Lenny Kravitz qui passait, Ben Harper qui passait, t'avais une Ah soirée ouais, avec Erita Mitsuko, t'avais machin, tu enfin bon, devais rêver là. ah bah c'était fou. Et puis j'ai rencontré aussi des super copains qui sont toujours mes copains, hein. Témoin de mariage, Christophe, voilà, je pense à lui. Et c'était vraiment une super expérience. Et là, donc tu as fait ça pendant 6 mois. C'était Ouais, il y a c'était il y a pas longtemps, longtemps. Ouais, c'était en 95, je crois. 95. Donc en 94, gros, 94, 95. les outils. Donc là, je comprends, tu fais plus le tour des Fnac. Ouais. Tu es plutôt dans les bureaux, essayer de trouver des manières de les vendre. Tu fais comment en 95, quand il n'y a pas Internet et tout ça, pour faire la promotion d'un disque? Eh ben écoute, ouais, c'est marrant parce que ouais, on était vachement. Alors c'était quand même le début. Enfin, effectivement, il n'y avait pas Internet, donc c'était le début des mails. Donc déjà en termes de communication, ça c'était dingue. Et puis comment tu fais? Bah ouais, tu crées des événements. Effectivement, c'était beaucoup plus de l'expérience, c'était beaucoup plus le live, les concerts, les dédicaces, voilà, c'était bah, autour du produit, tu crées du merchandising, enfin, j'ai l'impression de parler de la préhistoire. Hmm. Mais mais oui, non, c'était un autre monde. Tu t'organises des soirées pour comment dire, des influenceurs de l'époque. Ça n'avait pas ce mot-là, Après, mais en tout ils cas. font quand même encore comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a le digital en plus. Il n'y a plus le Écoute, je support pense, physique, mais ouais, alors, ça fait longtemps que, évidemment, je garde toujours un œil sur le monde des maisons de disques parce que tu verras, j'y ai passé du temps après. Mais oui, je pense que ça existe toujours. Néanmoins, je pense que toute la partie influence, stream, euh, comment dire, création de contenu a vraiment pris le pas sur l'expérience. Enfin, même si je sais que le live est toujours une partie hyper importante et fort heureusement, y compris dans le revenu, mais des artistes et des maisons de disques, mais ça a quand même énormément changé, hein, énormément, ouais. énormément. J'ai l'impression de voir de plus en plus d'artistes qui se transforment en des créateurs de contenu sur YouTube, qui se filment en live. Et Ouais, enfin, j'y connais rien, mais tu as l'impression que c'est une part de leur revenu qui devient importante désormais. ouais, enfin, de toute manière, je pense que c'est le gros sujet qui touche le monde de la musique, comme tous les autres mondes, y compris le nôtre, la publicité. C'est l'explosion enfin, l'explosion des intermédiaires. En fait, les artistes aujourd'hui, comme tu le dis, ils sont producteurs de leur musique, de leur contenu, de leur spectacle. Ils créent leurs petites entités. Ouais. Alors, ils ont toujours besoin de relais importants, d'expérience, de professionnels, notamment sur tous les sujets administratifs,
contrats, remontée de recettes, etc. Et pour les plus malins d'entre eux, quand même, d'essayer d'utiliser l'expérience de personnes qui sont là depuis un moment pour les conseiller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des petites cellules, une multiplication, une multitude de petites cellules autonomes pilotées par les artistes, quoi. Ouais, et leur marketing notamment. Ils font quand même beaucoup plus Exact, leur marketing qu'avant, je pense, hein. exactement, Mmh. exactement. Et donc du coup, tu passes 6 mois là et donc tu dois revenir dans ton Ouais, école de ouais, ouais, commerce à la ouais. fin? Ça a Ouais, pas été trop ah dur? ouais, c'est horrible, horrible. Ah non, moi J'imagine. j'avais, voilà, bon, il fallait terminer, mais j'avais juste envie de rester là-bas. J'étais tellement bien. J'avais pris un appart, j'avais quitté la maison, je m'étais installé à Montmartre avec un copain. Enfin, Ah ouais. ouais, c'était le banlieusard qui monte à Paris, quoi. C'était la vie de rêve. Et puis non, ben, faut retourner à Bordeaux, faut boucler cette expérience. Ça dure pas très longtemps, ça dure même pas une année, ça dure quelques mois. Et puis fin décembre, je suis diplômé. Et, euh, et voilà, et se pose la question de la suite. Euh, et bon, voilà, j'ai fait un choix. J'aurais pu continuer. À l'époque, je me suis dit, il faut que j'enquille, il faut que je fasse la FEMIS. Je me pose encore un peu la question de la politique. Je me dis, tiens, peut-être je vais faire Sciences Po après. Bon, et il se trouve qu'à cette époque, j'ai rencontré une, une, une femme qui est toujours ma femme aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et elle était un petit peu plus âgée, et puis elle commençait à bosser, et puis donc je me suis dit, tiens, bah, moi aussi je vais commencer à bosser, je vais arrêter les études, et donc j'ai enquillé dans le monde de la musique. J'ai fait un tout petit passage chez Sony, très rapide, euh, un peu un stage pareil après la fin de mes études, et puis j'ai repris un boulot très vite chez Virgin, et puis c'était super, quoi. T'es resté combien de temps chez Virgin, cette fois-ci? Je suis resté 6 mois et en fait, Ouais. les personnes de chez Sony sont venues me débaucher. T'as une personne qui vient te chercher, qui te propose un super salaire et un poste plus intéressant. Donc, je suis reparti chez Sony au bout de 6 mois. Et puis, je suis resté là-bas pendant un petit moment. D'abord au service commercial, donc la promotion des ventes, et très rapidement au marketing dans un label qui s'appelait Small et qui était le label dont je rêvais déjà. Et le label faut se remémorer, donc milieu des années 90, même si le rap aujourd'hui, la musique hyper mainstream, à l'époque, c'est pas le cas. Et donc, moi, j'étais effectivement à fond dans tout ce qui était rap US, rap français, même un peu de rap anglais, tout ça. Et donc, j'arrive chez Small, qui est le label des BO de Taxi, de 113, de la Funky Family, des Fujis, et aussi à côté de Jamiroquai, de Fatboy Slim, d'Oasis, bon voilà. Et donc là, je me passe au marketing. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement, c'est-à-dire que tu es en charge des artistes, de la sortie, de la stratégie, de la sortie de leurs albums. Et c'est le début pour moi, pour boucler avec aujourd'hui, c'est le début vraiment du plaisir que j'ai fondamental à bosser avec des artistes, à essayer de développer des carrières, à essayer de développer, trouver des moyens euh, bah, pour euh, pour que le boulot de l'artiste soit reconnu la manière la plus chouette possible. On avait d'une part beaucoup d'artistes internationaux et ça c'est super. Moi tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir sortir l'album de Lauryn Hill, la Miss Education. Ouais. J'ai eu la chance de bosser avec Wyclef. J'ai eu la chance de bosser avec des artistes vraiment top. Mais on commençait à signer des artistes de musique urbaine, comme on disait à l'époque. Mmh. Et ça a éclaté très vite. Et on est devenu, il y avait 2 labels en France à l'époque qui étaient vraiment hyper balèzes sur tout ce qui était rap et rap français en particulier. C'était 2 labels dans le groupe Virgin et, euh, et Small. Voilà. Et on D'accord. se partageait un peu le marché, les signatures. Là, c'était une super époque. Et toute là, je suis resté 3 ans. Et toutes les personnes de cette équipe, on se voit encore tous les ans, on se fait un repas encore tous les ans. C'était vraiment une famille. Ah, c'est top. Et du coup, ça ressemblait quand même au métier de producteur? Alors non, moi j'étais 100% marketing. C'est-à-dire que j'étais pas en production artistique, je signais pas les artistes. C'est-à-dire il y avait le directeur artistique signait un artiste, on se tirait la bourre pour essayer de récupérer des projets qu'on trouvait chouettes, qui nous intéressaient, et puis après, bah tu crées l'image. Donc ça, il y avait un petit côté effectivement. C'est les premières petites graines qui m'amènent vers le travail de l'image, mais tu crées l'image et puis après tu crées toute la stratégie marketing et les outils
pour assurer la sortie et la carrière d'un album. C'était du pur marketing. D'accord, ok. Et donc tu restes 3 ans, et qu'est-ce qui fait que ça se finit, ou vers quoi tu vas après? Bah, c'est des cycles. Écoute, pareil, j'avais une proposition d'un label qui venait de se créer, qui avait un peu une nouvelle proposition, une nouvelle donne sur le marché qui s'appelle toujours, même si ça a bien changé, Naïve, qui avait été créé par Patrick Zelnick et Eric Tonkong. Euh, donc là encore une fois un petit passage par la publicité. Et donc je file là-bas, et notamment, quelle était l'attrait, c'est que chez Naïve, il n'y avait pas de... On dissociait les marketeurs, des mecs qui faisaient des directeurs artistiques, des juristes, et en fait, tu avais en charge un projet de A à Z, c'est-à-dire que tu trouvais un artiste, tu le signais, tu t'occupais de ce qu'on appelle le recording, c'est-à-dire que tu t'occupais de la production artistique du disque, et tu t'occupais du marketing, et donc c'était beaucoup plus très centré, très très proche de tes artistes, avec beaucoup moins d'artistes, et ça c'était assez sympa. C'était à la fois génial dans la proposition, un petit peu plus compliqué dans l'application. Je suis pas resté longtemps, la boîte allait pas, c'était donc Naïve, juste pour se souvenir, c'est Mirwais à l'époque, et après que je m'en aille, ce sera Carla Bruni qui a permis de mettre le label sur les rails. Mais à l'époque où j'y suis, bon, c'est un peu difficile. Euh, bon, je passerai les détails, mais j'y reste 9 mois, et je rejoins l'ancienne équipe de Small qui est partie en pour la plupart chez Warner Music, et donc j'ai rejoint chez Warner où je fais pareil là 3-4 ans, et c'est là que la bascule va se faire sur le monde de l'image. Alors comment c'est arrivé ça, la bascule sur le monde de l'image? Écoute, c'est arrivé d'une manière très simple, et c'est un peu l'histoire de ma vie. Je crois que dans la vie, il faut faire confiance déjà, il faut garder ses rêves, et il faut les garder vivants, et il faut savoir les communiquer. Et puis tu n'existes que parce que t'es bien entouré par les gens qui t'entourent. Et à l'époque chez Sony, bon, je suis assez copain avec une personne qui fait le même job que moi, qui s'appelle Béatrice Favergeon, que je retrouve chez Naïve, un peu par hasard, et qui, quand moi je pars chez Naïve, elle part chez Vanda, à l'époque, pour produire des clips. Béatrice, elle avait un goût hyper sûr pour l'image. Et donc on est copains, moi j'arrive chez Warner, j'ai des clips à faire, et Béatrice elle est chez Vanda, et comme les choses se font de manière naturelle, je l'appelle, je lui dis écoute, je vais te faire bosser. Et donc je lui file mes clips, mes projets, et on commence à travailler comme ça. Ça va être petite anecdote, jusqu'à un jour un clip d'Ophélie Winter. Voilà, on nous demande Alain Chabat, je l'appelle, je dis putain, tu connaîtrais pas Alain Chabat, t'as pas moyen de le contacter. Bon, elle dit ah, je m'en occupe. Et puis elle revient, elle dit non, bah Alain Chabat c'est pas possible, mais il m'a recommandé son premier assistant qui est vachement bien, qui passe à la Real, qui s'appelle Louis Leterrier. Bon voilà, les choses se font. Louis fait le clip d'Ophélie, et puis je te fais long story short. Et en fait, Louis et Béatrice tombent amoureux, ils se marient. Ah oui, Donc voilà, ça je te fais des gros raccourcis, mais pas que tout ça se passera. professionnellement. Voilà, pas que professionnellement. Et donc Béatrice part sur le tournage, part un été sur Louis réalise Danny the Dog à l'époque. Elle part sur le tournage de Danny the Dog, et puis en rentrant du tournage, elle m'appelle, elle me dit bon viens, faut que je te vois, je t'invite à manger. Et on se retrouve, je me rappelle, c'était à la Brasserie Lorraine, dans le 17e, et elle me regarde dans les yeux et me dit bon écoute, je vais arrêter de la prod, je veux passer à la réalisation. J'ai fait des images cet été, tout ça, j'ai adoré, c'était super, et je occuperai de ma place chez Vanda pour produire les clips. Sympa. Donc c'est comme ça que par le clip que t'as mis un pied dans la prod. Exactement, voilà. Et donc ça se fait comme ça, et ça s'enchaîne assez vite. Je rencontre Claude Fayol, que je connaissais déjà parce que lui-même venait me démarcher à l'époque quand j'étais chez Small pour faire des clips, avec son énergie, avec son envie. Ouais, c'est super, ouais, c'est génial. Je rencontre Patrick Barbier, qui lui, le clip, ça lui parlait pas du tout. Il y voyait que des emmerdes. Donc il dit bon, oui, ok, d'accord, oui, pourquoi pas, mais bon.
Est-ce qu'on est sûr que ça sert à quelque chose? Et puis l'affaire se fait et je me retrouve donc producteur de clips chez Vanda. J'ai jamais produit quoi que ce soit. Alors j'en ai acheté, mais j'en ai pas produit. Donc tu avais déjà été sur des tournages de clips, tu connaissais l'économie qui allait avec. Oui, oui, mais je Ouais. l'achetais, c'est-à-dire comme un acheteur, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, tu regardes la ligne du bas, tu regardes si le projet est aligné artistiquement avec ce que tu as envie de faire. Et puis je faisais vachement confiance à l'époque à Béatrice notamment sur la fin. Et là, je me retrouve avec bon bah un carnet d'adresses de maisons de disques que je connais bien, avec un secteur que je connais bien, avec des artistes que je connais, et une matrice de devis où là, dans une grande boîte comme Vanda où il y a plein de gens qui font de la pub, je comprends rien, je sais pas ce que c'est. Et là, faut faire des clips. Et donc Sympa. non, ça a été super, ça a été vraiment génial, vraiment. Et le clip à ce moment-là, l'économie du clip, elle est très différente de celle d'aujourd'hui. Il y a plus Ah ouais. d'argent, plus de. Alors déjà, c'est une économie. Ouais. La grande différence avec aujourd'hui. Non, donc ouais, donc là, je te parle, on est en 2003, comme Ouais. ça. Euh, donc ouais, en fait, 2003, 2004, je sais plus bien. Ouais. Et donc et déjà, ouais, il y a une économie. C'est-à-dire que je te sors des chiffres comme ça, pour un clip où il y a vraiment de l'argent, il y a 150 000 euros, et pour un clip où il n'y a pas d'argent, il y a 50 000 euros. Voilà. Bon, petite pensée émue à tous les producteurs et productrices de clips qui écoutent ou qui écouteront ce podcast. Voilà, mais donc oui, il y a de l'argent, il y a une économie, il y a même un secteur, il y a même des réalisateurs qui font que ça, il y a des qui vivent du clip, il y a des techniciens qui vivent du clip, bref, il y a un marché. Et ça, c'est super. Et donc, il y a la possibilité pour des réalisateurs, eh ben, évidemment, d'apprendre leur métier, de s'exprimer, de chercher, pour des chefs opérateurs, pour des assistants, pour des boîtes de post-prod, pour des producteurs comme moi. Et puis il y a du volume, c'est-à-dire que moi, je démarre, ça a été un peu, j'ai tâtonné pendant 2 mois, et puis après, en fait, ça a pris une allure, je produisais 3, 4 clips par mois. Ah, c'est énorme. Et Voilà. juste, moi, j'ai jamais fait de clip. L'économie du clip aujourd'hui, bah, le minimum, j'imagine que c'est 0, hein. Mais Oui. le clip moyen et le clip bon budget aujourd'hui, c'est quoi? Écoute, alors nous on en fait hein, évidemment, on en produit à la PAC et sur la sister compagnie de la PAC qui est very content, mais euh, Lola qui produit les clips vraiment sur le marché français, on va dire les clips du marché, pas des clips particulièrement exceptionnels. Je sais pas, elle a entre 15 et 25 000 euros ou 20 000, je dirais 20 000 euros le budget moyen Ouais. Pour des artistes connus. pour des artistes connus. Ouais. Tout à fait, Hmm. pour des artistes connus. Bon, tout ça étant, bon, c'est un sujet en soi, le clip. Hein. On peut en parler pendant longtemps. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je continue d'ailleurs, à enseigner. Parfois, on me demande d'aller faire un cours sur l'histoire du clip et tout ça. Mais oui, l'économie du clip, c'est un sujet en soi. Bon, là, on est quand même c'est assez triste, je pense. Il y a des initiatives. Il y a Vincent Frerbeau de Tôt ou Tard avec le CNC qui a fait bouger un peu les choses pour que déjà que les moyens, qu'il y ait des moyens qui reviennent au clip et que les techniciens puissent être payés, parce qu'on était quand même arrivé il y a quelques années à une situation où tout le monde y allait vaguement gratos. Enfin, alors qu'il y a des revenus derrière hein, sur le clip, des revenus directs. Par l'utilisation du clip ou des revenus indirects parce que c'est un support promotionnel donc forcément ça permet de vendre du stream, des titres, des disques, des lives donc ouais, Est-ce c'est que un gros sujet. est-ce que l'excuse pour diminuer les budgets des clips, ça n'a pas été au moment où justement les artistes vendaient plus de disques avec le moment où on gravait les CD là avant le streaming? Est-ce que l'excuse ça n'a pas été bah il y a plus d'argent dans la musique, Oui, donc si tu veux faire un clip, on n'a pas de sous quoi. exactement, C'était ça? exactement. Crise internet, téléchargement, baisse des revenus. De toute manière, les maisons de disques, elles ont pas changé leur manière de bosser, hein, et ça, je garde on va dire cette vision de mon époque de marketeur, mais ils ont un budget et le clip c'est une ligne de dépenses dans le budget et puis bah quand les revenus ont baissé, tout a baissé proportionnellement. Sachant que alors c'est un autre sujet encore, mais c'est vrai que produire de l'image c'est cher comparativement à une production de son. Donc pour les maisons de disques
Ça a toujours été, ça sera toujours une dépense lourde, parce qu'évidemment, produire une image, bah, c'est tout de suite 30, 40 personnes sur un plateau, ou sur un plateau ou en post-prod. Enfin, en tout cas, c'est un nombre de salaires, et puis c'est du temps. Et puis là où effectivement produire un album, et qui plus est de la musique urbaine ou électronique, euh, bah, ça peut ne coûter pas trop cher, quoi. Et puis ils ont les maisons de disques, la douleur. Alors la douleur qu'on a en France, ce qui est un peu triste. Alors il y a encore quelques quelques très bons directeurs ou directrices artistiques images, trop peu nombreux à mon goût, c'est-à-dire qui défendent au sein des maisons de disques déjà une culture, une expérience, une expertise, tant artistique que financière. Mais malheureusement, on les compte sur les doigts d'une main. Donc, il n'y a jamais eu d'intégration au sein des maisons de disques françaises de l'intérêt, de l'apport de l'image sur la musique, comparativement évidemment à la Mecque qui est l'Angleterre, où en Angleterre tout est hyper structuré, c'est-à-dire t'as des commissionneurs, t'as des reps, t'as des gens il y a un marché qui est professionnalisé. Et il faut pas s'étonner à la fin si les films sont plus intéressants, c'est parce il y a plus de pros et d'expérience dans la chaîne. Ouais, ouais, je comprends. Enfin, on trouve pas ça. Enfin, dans les agences de pub, par exemple, on trouve des agences qui veulent se mettre à la prod, qui s'y mettent Mhm. pour avoir vraiment la compétence. Dans les labels de musique, il y a pas ça, cette volonté. On met un Il y a acheteur eu, qui achète du clip, mais il n'y a pas de compétence. alors, dans 90% des cas, c'est le chef de produit, c'est-à-dire que c'est le marketeur qui achète l'image. Ouais, mais je Je l'ai dirais, été, dans hein, le label, il n'y a pas de compétence production. il y en a. Alors, il n'y a pas de compétence. Si ça arrive maintenant. Alors, moi, je suis un peu loin de tout ça. Je sais qu'il y en a chez Sony, notamment sur la quantité de contenu qu'ils ont à produire sur leurs artistes. T'imagines bien pour alimenter les réseaux. Donc, on va dire, il y a cette compétence de contenu immédiat. Après, des contenus artistiques, euh, comme peut l'être un clip, c'est-à-dire où il faut un moment digérer l'ADN d'un artiste, la sensibilité d'un morceau, la projection de l'image qu'on veut avoir dans une économie, dans l'air du temps. Enfin, ça, il n'y a pas. D'accord. Et puis évidemment, ils n'ont pas intégré la production de clips parce que comme c'est globalement un marché à perte aujourd'hui, je les comprends. Nous, on a nécessité, le clip reste l'outil, ça l'était donc à l'époque, quand je produis du clip, c'était, comme je te disais, c'était quand même un labo génial et financé et hyper plaisant pour découvrir des talents. Ça l'est toujours, sauf qu'aujourd'hui, bah, C'est plus financé. c'est plus financé, c'est plus douloureux, et c'est vrai que les images qui sortent, je pense à tous les jeunes réals, euh, voilà, parfois c'est très dur de sortir l'image qu'on a envie de sortir, c'est très dur d'aboutir l'idée qu'on a envie d'aboutir parce qu'on est toujours en prise avec une économie tellement serrée. D'accord. Donc, en tout cas, à l'époque, il y a quand même plus de sous. Ouais, En 2003-2004, là, toi, carrément. tu produis du clip pendant longtemps. Alors, ouais, je fais que du clip. Je fais que du clip. Alors, je fais du clip et un peu de documentaire, mais je fais des clips pour Zazie avec Yvan Attal, pour Booba avec Armen Jarayan, qui est un photographe vachement bossé dans le hip-hop et qui est un bon ami. Je fais du clip, je fais Julien Trousselier, qui est un réal de clip, pareil, on fait des clips de Superbus. Je fais même un clip d'Imouvrini avec Raymond Depardon. Voilà, c'était assez rigolo, c'était Je une vois pas qui expérience c'est. marrante. Raymond Depardon? Hmm. Tu vois pas qui c'est? Non. Raymond Depardon, c'est un très grand photographe français. Ouais. Très très grand photographe français. Et en fait, là c'est le plaisir du clip, c'est que je reçois un coup de fil justement d'un directeur artistique de chez Yemaï qui me dit voilà, on aimerait bosser avec Raymond, grand portraitiste, grand aussi, il a suivi les campagnes de Giscard, il a suivi fait des films sur des cours d'assises, il a fait ce film Profil paysan sur toute la traverser la France et différentes régions, il fait des portraits des paysans, des interviews, voilà. Bon, tu regarderas, Hmm. c'est vraiment un talent incroyable qui doit avoir maintenant qu'un vieux monsieur, hein. Bon bref, hein, il se passe plein de choses et puis donc plein de genres différents. Tu vois, j'ai même fait Madonna, j'ai fait Amadou et Mariam au Sénégal, j'ai fait, enfin bon, il y en a des tonnes et des pelletés. Donc, tu étais Euh, sur une à- époque où il y avait quand même de l'argent et en plus, tu étais sur des artistes, des gros artistes quand même.
Des gros artistes, on arrive en fait j'arrive à développer un roster de réal, bah, comme tu vois, comme dans la pub, Hmm. qui sont un roster de réal assez en vue ouais, Julien Trousseguier par exemple, Julien maintenant il est dans la fiction, il fait vachement de séries et il a hyper bien rebondi, mais à l'époque c'est vraiment une superstar du clip, il fait MC Solar, et puis on fait des trucs, enfin par exemple, on est interrogé par Universal pour un clip de Florent Pagny. Bon, sur le papier, tu te dis, c'est pas la folie, mais je sens qu'ils ont vachement envie de bosser avec Julien. Julien me dit, écoute, tu sais quoi, on va faire un film, on va filmer un mariage traditionnel au Japon. Et en parallèle, on filmera Florent et sa femme quelque part. Bon. Et on arrive à vendre l'idée et on filme nous voilà Pointe du Raz avec Pani, avec sa femme, et on les file dans des décors super majestueux, c'est génial. Et le lendemain, on file Julien, le Dear Prod, le chef op et moi, on prend l'avion, direction Tokyo, et on a passé une semaine à Tokyo à faire un court métrage où on a filmé un vrai mariage d'un vrai couple. Excellent. Bon voilà, et tu pouvais, et à la fin ça donnait un film très joli, tu pouvais te permettre de faire ces choses-là. Hmm. C'était, tu vois, avec Booba et Armen, on a fait des films, on est parti à Montréal, on a fait des clips à Montréal, on est parti à Rio, on est parti à Moscou. Enfin voilà, tu pouvais faire des choses assez dingues. Hmm. Amadou et Mariam, on est parti tourner au Sénégal, ça c'était une aventure super aussi. Enfin voilà, donc pas mal d'aventures, des gros artistes, des super réalisateurs. Il y en a un, je suis obligé de le mettre un peu en avant parce que je pense que dans la vie, comme je te disais, il y a des rencontres, des choses qui te structurent. Béatrice, ça a été une rencontre et quelque chose qui a vachement changé ma vie. Et puis à l'époque, bon, je faisais des gros artistes, mais pas que, parce que tu vois, tu as des coups de fil de maison de disques, et puis bah il faut trouver des solutions. Donc j'ai un coup de fil de TF1 Musique qui me dit, voilà, on a un projet, ça s'appelle Titou le Lapinou, et c'est pour les enfants, il faut faire un petit clip en 3D pour les enfants. Je raccroche, bon, là, je regarde tout le monde dans le blanc des yeux. Quelqu'un connaît un réalisateur pour faire Titou le Lapinou? Et le post-producteur de chez Vanda à l'époque, Olivier, vient me voir, il me dit ouais, là il y a un jeune graphiste là que j'ai rencontré qui a fait un peu des trucs pour moi, il veut passer à la réal, il fait de la 3D, peut-être tu devrais l'appeler. Je l'appelle, on s'entend, on fait le film, ça se passe hyper bien, génial. J'ai une copine artiste dont je m'occupais à l'époque chez Warner qui m'appelle, qui me dit vas-y, j'ai carte blanche sur un clip, j'ai 40 000 euros, je veux de la 3D, hop, je demande au même réalisateur s'il veut bien s'y mettre. Et puis, ce clip a été awardé, shots et tout. Enfin bon, ouais, il se passe pas mal de choses. Et ce réalisateur, il s'appelle Johan Lemoine. Il est Ah oui. devenu Woodkid depuis. Hmm. Et Johan, on a fait 10 ans ensemble. Voilà, de bébé de graphiste à bébé réal. Et on a fait beaucoup, enfin tout un chemin. Ça a démarré avec Titou le Lapinou. C'est passé après par Moby et ça a fini avec je me rappelle plus son nom d'ailleurs, cet artiste avec Katy Perry. Mais donc Euh, c'est toi qui l'as en fait trouvé et développé au tout début en tout cas. ah ouais, ouais, pendant Moi, 10 ans, pendant tu vois, 10 ans. je le connais sur, je crois, des pubs avec Iconoclast et puis en Ouais, tant que Wookid, ouais. mais je savais pas que c'était toi qui l'avait trouvé à la base, tu vois. Et même son projet Et que album, enfin c'était un son projet, lapidou, quoi. ouais, c'est Que un que son lapidou. projet était Ouais, ouais. énorme. On le trouve, bon, bon, évidemment, heureusement, il a fait son chemin mais pour moi, non, mais c'est d'ailleurs, je trouve que j'aime bien raconter cette histoire parce que, en tout cas, si chacun des producteurs, et j'imagine que c'est le cas, un peu une philosophie, dans son job, je trouve que l'histoire que j'ai eue avec Johan, elle résume bien la mienne, qui est que il faut rester ouvert à toutes les opportunités, pas avoir de jugement trop hâtif, préconçu sur des projets. C'est-à-dire, un projet, c'est toujours un film, c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens, des talents, et puis tout simplement, quand tu es réalisateur, de gagner sa vie. Et puis quand je vois le chemin qu'on a fait avec Johan, bah effectivement ça a été Titou le Lapinou, puis après c'était le projet avec Axel, et puis ça nous a emmené vers un film chez DDB pour TJ qui a eu Lion d'argent à Cannes, et puis ça nous a amené sur un autre projet chez TB pour Ed qui a été Lyon, Paris à Cannes, et puis il a eu les Young Directors Awards, et puis Moby, et puis entre temps il a fait un clip pour Nolwenn Leroy, et puis on faisait des trucs en stop motion de notre côté, et puis un jour il fait de la musique, et puis donc bref,
il faut rester opportuniste, il faut bosser, il faut y mettre son cœur, il faut faire les choses avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et puis tu traces ta route. Mais c'est comme ça que tu arrives à destination. Mais c'est super et je trouve que c'est pas forcément facile, tu vois, de se projeter, de se dire: «Tiens, ce réalisateur, qui fait un peu de 3D, qui fait un Lapinou à un moment, bah, va devenir Wookid». Ouais. Et alors, enfin, je sais pas si c'est forcément toujours une vision, hein, ça peut être des opportunités. Tu fais un premier film, puis un deuxième, puis ensuite ça se construit, mais c'est quand même assez, c'est pas facile ça, de savoir voir, Bah, qui va tu, devenir Wookid, quoi. tu sais, enfin, moi, j'ai une petite grille de lecture que je partage depuis le temps avec les personnes que j'ai eu l'occasion de croiser ou d'embaucher, que ce soit Hélène, Ségol, que ce soit Céline Roubaud, que ce soit Anna, que ce soit bon. Euh, c'est que la grille de lecture, elle est assez simple. Il y a les personnes déjà, il y a les personnes qui bossent, il y a les personnes qui bossent pas. Ça, c'est une grille de lecture de base. Mmh. Euh, Tu veux dire il pour faut plus, juger de la motivation bah, ou en ce genre de fait, choses? Ou du ouais, talent, la motivation, je pense qu'en fait, euh, il faut travailler, c'est être capable faut être assez généreux dans ce métier. Donc, euh, il faut se lever le matin et faut avoir envie de se coller à des projets. Et il faut être capable de trouver un intérêt. Encore une fois, l'intérêt parfois ça peut être la personne avec qui on travaille, ça peut être un membre de l'équipe, ça peut être le sujet lui-même, ça peut être tout simplement gagner sa vie. Enfin, il y a plein de motivations. Quand on n'est pas assez généreux et qu'on met un filtre un peu trop étroit, euh, moi généralement je suis un peu en doute de ce que ça peut donner. Voilà. Donc, je pense que le travail, la capacité de travail, c'est quand même un bon indicateur. Après, le talent, évidemment, le talent, ça se sent très rapidement. Mais le talent, je sais pas, je connais pas comment dire, cette phrase, cette citation de Brel, mais je sais qu'il y a une citation assez connue où il dit, en somme, que le talent, c'est pas grand chose et qu'il y a que le travail qui compte. Et je suis assez en accord avec ça. Je pense que le talent, c'est aussi l'expression du travail. C'est parce qu'on cherche, c'est parce qu'on creuse, c'est parce qu'on rencontre, c'est parce que on a essayé des choses, on s'est loupé, on a recommencé. Voilà. Je crois pas à l'expression à l'expression d'un talent, comment dire, baudelairien, d'une inspiration qui viendrait du ciel. Je crois pas trop à ça. Mmh. Et c'est intéressant ça. Donc ton premier critère, c'est est-ce que la personne bosse? Est-ce qu'elle a du La deuxième, est-ce qu'il a du talent? T'en as d'autres comme ça? Les qualités humaines, super important. Ouais. C'est-à-dire que il faut la production, la réalisation, c'est avant tout une aventure humaine. Je sais que François Brun dans le dernier podcast que tu as fait en parlait pas mal et ça je suis tellement d'accord avec lui. Donc il faut qu'humainement ça fit, ça colle. Il faut Mmh. avoir envie de faire un bout de chemin ensemble. Ouais. Euh, voilà. Bon, une fois que tu as réuni un peu ces choses-là, t'as une bonne combinaison, t'as une bonne chimie dans laquelle tu peux jouer. C'est-à-dire que chacun peut amener un peu tour à tour ses idées, nourrir un peu le process. Le boulot entre producteur et réalisateur, c'est vachement ça. Mais donc du coup, tu me cites quand même en premier le côté travail. T'aimes bien voir quelqu'un qui fait plein de choses, que ça soit des projets variés, des projets payés, pas payés, tout ça, mais c'est un des premiers critères que tu regardes en tout cas. Ouais, l'envie de tourner, l'envie de bosser, l'envie de parler, l'envie de partager des idées, je crois que c'est ce qui nous définit. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'apprends en faisant. Ça va être, tiens, c'est la minute citation. Alors Brel, je l'avais pas, mais il y a cette citation de Bergson que j'aime bien, qui dit il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Voilà, moi, en tout cas, je défends à 100% cette idée. Ouais, en faisant qu'on apprend. Exactement. Et on fera mieux le prochain coup si plus on en fait, plus on Et progresse. on se gourre, et on Mm. se gourre, et on se trompe, et on prend des claques, et ça fait mal. Euh, mais, euh, mais si justement on est en équipe, si on est bien entouré, si on fait preuve de modestie, et ben on en ressort plus fort. Non mais c'est sympa ce que tu dis parce que si je reprends l'exemple de Wookid là, enfin il a dû faire d'autres choses que pas faire que des choses avec toi, mais j'imagine que Mm. si t'avait envoyé bouler au moment de ton clip Lapinou,
en te disant j'ai pas envie de faire un truc de gamin, on n'aurait peut-être pas fait les autres ensemble et peut-être qu'il Bien n'aurait sûr. pas eu la même trajectoire. Bien sûr, C'est bien sûr. rigolo quand même Bah, de voir c'est ça. ça au début. Bah, ouais, ouais. Bah, oui, oui, mais il est tout jeune et puis l'envie de réaliser était plus forte que tout. Ouais. L'envie de et il était pragmatique. C'est pour ça il était, tu vois, il était pragmatique. Il savait qu'il fallait se lancer. Et Johan, il avait un truc super comme tous les réalisateurs qui sont doués, c'est que chaque clip, chaque projet était l'occasion d'un challenge nouveau. Ah tiens, on a qu'à faire ça là, tiens, j'aimerais bien faire un plan séquence. Bon, ok, bah ouais, donc, voilà. Ah puis là tiens, j'aimerais bien tourner, raconter une histoire et puis on va à New York et puis ensuite et puis là tu vois, chaque et puis là j'aimerais bien faire un film un peu à la Wes Anderson, très direction artistique hyper précise, et c'était l'occasion de rencontrer des équipes, des talents. Il est hyper fidèle, il bosse encore avec tout un tas de personnes qui étaient là il y a 20 ans, hein, pas Mm. loin, hein. Ah, c'est cool. Tiens. Et donc du coup, donc tu fais ça tu fais donc Je fais que ça du pendant clip au 3 début? ans. Ouais, je fais 3 que ans. du clip. Ok. Je m'en fais 150, 200. Enfin, j'en abats une quantité. Je rencontre plein de gens qui sont encore là. Dédir Prod, Katia, Khalid, Mera. Enfin voilà, toute une génération de personnes avec qui je bosse. Des monteurs, des réals, des chefs-op. Nathaniel, Aaron, David Ungaro, enfin tout un voilà. Et puis un jour, Patrick Barbier, donc patron de Vanda, vient me voir. Puis il regarde les chiffres et puis il voit que je ramène plus de business, même que certaines personnes du côté de la pub. Donc il me dit ouais non là il faudrait que tu réfléchisses parce que bon tu vas te fatiguer, 3-4 clips par mois, t'es toujours à droite à gauche. Bon, là, peut-être que tu pourrais faire de la pub. Et moi, à l'époque, la pub, en fait, c'est abstrait. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est, même si je suis chez Vanda et que c'est l'occupation principale, j'ai pas eu le temps de regarder, je fais mon monde, je fais mon histoire. Bon, donc je dis à Patrick, écoute, moi je ferais bien les documentaires. On avait fait un on avait été commissionné pour le retour de Louise Attaque pour faire un documentaire sur à travers le monde. Ils avaient fait toute une tournée en Russie, en Inde, en Amérique du Sud, de toutes les alliances françaises pour se reformer avant la sortie. Bon, on avait fait quelques docus comme ça. Je m'étais dit, tiens, je veux bien creuser cette piste-là, tu vois, puis me ramener vers la musique, vers la télé. Bon, je vois bien que ça a pas un franc succès. Tu veux dire chez lui ou chez Chez lui, voilà, chez lui, bon, je me questionne un peu, et puis il insiste, il insiste. Et à l'époque, il y a une productrice qui s'appelle Nancy Gabriel, productrice de pub chez Vanda, qui décide de partir. Et donc Patrick me dit, bon, bah, écoute, voilà, la pub, ça va être super. Et puis on commence à faire des pubs avec Johan et tout ça, comme je te disais. Oui, Et c'est ce que j'allais te demander justement. Tes ouais. réals que tu avais trouvés en clip, on commençait pas à venir les chercher sur la pub pendant les 3 ans où tu as fait que du clip là? Oui, exactement, ça commence à titiller, et Claude qui a toujours été comment dire, un pont génial, une énergie super entre le clip, la pub, c'est vraiment, enfin, et les nouveaux talents, Claude il est hyper fort pour ça. Donc Claude pousse à fond, et donc je me retrouve en fait à côté de Nancy, et là elle me refile son arme et son insigne, et puis elle me dit vas-y. Et sachant que Nancy, elle avait une particularité, c'est que Vanda, c'était plutôt une boîte à l'époque très réalisateur français, Ouais. euh, ou francophone. Et Nancy, c'était la seule à avoir développé un peu des réalisateurs étrangers. Et donc moi, je me retrouve à récupérer ce truc-là. Donc elle m'emmène à Londres, elle me présente, on va chez Academy, et Brett Foraker, et chez Channel 4, E4, et alors moi à l'époque, je parle anglais de manière assez approximative, c'est-à-dire que je fais des rendez-vous, je comprends rien à ce que disent les réals. Mais je fais oui oui de la tête et c'est super, et puis on va dans des grands hôtels, dans des super restaurants et ça a l'air vachement bien tout ça. Et puis voilà, et puis je me lance et voilà, moi j'ai appris là-bas, hein. Vanda, c'est une école extraordinaire, hein. La preuve, hein, aujourd'hui tu regardes, il y a Hélène, elle est à la direction de Stink, Céline et Florence, elles sont chez Caviar, etc., etc. Enfin, on a tous essaimé un peu à droite à gauche. Jean-Luc chez Henri, bon, et donc je me retrouve. Patrick me dit surtout là, pendant un an, tu bouffes des bandes, des sites, tu regardes Shots, tu regardes Campaign, tu regardes trucs, tu regardes CB News, tu regardes la stratégie, tu dis machin, tu regardes les résultats des festivals, Cannes, les DNA Lynch. Et en fait, je me suis bouffé des bandes et des bandes et des bandes et des heures de films
pendant 1 an. Et là, tu produisais plus de clips à côté? Non, là j'avais embauché, ou plus beaucoup, j'avais embauché, Patrick m'a demandé d'embaucher quelqu'un, donc j'avais embauché Hélène Ségol, voilà, qui était amie d'amis. L'histoire est très marrante. Je suis au Festival des Inrocks à l'Olympia, je cherche quelqu'un, je vois mes copains de la musique, Pierre Leni qui était avec moi chez Small, Émilie Urbanski, sa petite amie, et puis je leur pose la question, vous connaîtriez pas quelqu'un qui veut produire des clips? Et là ils me disent tous les deux Hélène. Ok, je rencontre Hélène 2 jours après, on s'entend bien. Maline, elle me rappelle 2 jours après en me disant ah là j'ai peut-être un projet pour un clip de David Hallyday, est-ce que ça te dit si voilà. Et puis on s'est entendu comme ça. Elle est Capricorne comme moi, ça compte aussi. Et comme Patrick Barbier d'ailleurs. Et non, et voilà, et j'avais embauché Hélène et Hélène avait repris la main sur le clip. Et, euh, et donc ouais, c'était un début, le début d'une nouvelle aventure. Mais toi qui produis 4 clips par mois, beaucoup sur le terrain, si je comprends bien, Mm. qui fait beaucoup Ouais. de la musique, des projets très artistiques, te Mm. taper 1 an de bande Ah bah je de produis, non pub mais je plus produis ou des moins. trucs. Ouais, Comment? ouais, je produis des trucs, bah, en fait, oui, comme tu dis, moi j'ai pas pu. Je pense que c'est encore une fois le côté, le travail, l'envie, j'ai pas pu arrêter. Donc je me suis tapé des bandes, mais j'ai produit des films, hein. J'ai commencé à bosser avec des réals suédois, les Acné. Ma première pub, c'était avec Sachi, avec Martine Joly, comme TV Prod, et les réals s'appelaient les Happy. Donc c'était un duo de réal. Il y en a un qui est toujours en activité. Je vais écorcher son nom. Bon, de manière, il est américain, mais on voudra pas. Il s'appelle Guy Schmelrerdin, un truc comme ça. Bref, mais c'est un réal assez costaud, je crois, chez Smuggler. Ouais. Et c'était, je me rappelle plus du sujet. Bref, Mais en tout cas, mais je me rappelle bien tu produisais en du tout cas. film. T'as Ah, pas je passé produisais. 1 an. Ouais, t'as Je produit produisais. assez vite. Voilà. Et là, je produis à la hussarde, c'est-à-dire comme un producteur de clips. Je trouve qu'il y a trop d'argent. Je trouve que je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire des projets. J'écoute les dire prod qui me disent non mais attends, je regarde les budgets, je dis mais c'est pas possible, moi en clip j'arrive à faire ça, j'en fais 3. Euh, et puis euh, et puis je bosse avec les réalisateurs, pareil. Moi les réalisateurs, quand on bossait en clip, on écrivait les notes ensemble, on écrivait des projets ensemble. Donc là moi les trucs de notes, d'agence, de créatifs, de brief, en fait moi je réécris les notes derrière parce que je comprends ce que veulent faire les gens, je les envoie, j'oublie de prévenir les réals, on gagne le film, les réals me disent c'est quoi ce C'est bordel? pas ma note. Voilà, c'est pas ma note. Mais Excellent. je dis bah oui mais t'as gagné. Mais il me dit ouais mais c'est pas ce que je veux faire. Donc bon voilà, je prends quelques tartes évidemment. Bon et puis après tu comprends comment ça marche et puis t'essayes de trouver un peu la balance entre ce que ce que t'amènes un peu dans ce petit monde et puis les us et coutumes quoi. Mm. C'est marrant le sujet, il y a trop d'argent là dont tu parles, c'est marrant. Ouais, quand tu es habitué au clip, tu sais produire avec peu, et là on te dit tout à coup que tout coûte plus cher. Comment tu réagis dans ces cas-là? Est-ce que tu dis bah non, non, il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher, on prend trop de marge. Souvent, si ça coûte cher, c'est qu'on prend de la marge, hein. Enfin, quand je dis de la marge, non, je parle pas de marge économique, mais je veux dire, tu prends plusieurs personnes, Ouais, tu voilà, prends c'est des ça. produits de remplacement pour être sûr du au cas où, et t'es pas habitué avec ça au clip, j'imagine. C'est ça, bah c'est les tarifs. Tu bosses plus avec les mêmes équipes en fait. Donc ça c'est le premier, Mm. la première donne. Donc c'est plus les mêmes équipes, c'est plus les mêmes tarifs. Effectivement, toi t'essaies de faire venir tes gars, de les faire grandir avec toi, et puis euh, et puis comme tu dis, plus de sécurité. Et au début, moi je comprenais pas la complexité du côté des agences. Euh, la chimie entre les agences et les prods, je j'avais pas ce truc-là. Moi, c'est vrai que les rapports avec les maisons de disques sont à la fois plus directs, plus flous, euh, bon, voilà, plus simples. Donc bon, bah, c'est ça qui coûte cher de toute manière. Mais tu le comprends après. Tu le comprends au bout d'un moment. Ouais. Tu dis plus flou Entre avec les agences, tu voulais dire l'inverse, j'imagine. non, plus flou avec les maisons de disques. Je dis c'est plus flou avec les maisons de disques. Avec les agences, tout est plus normé. Mm. Les plannings sont normés, Oui, oui, il y a d'accord. plus d'intervenants, le créa, le dire créa, le exécutif creative director, toute l'équipe commerciale, la partie prod, la post-prod, le mec qui fait la musique. Enfin, là, quand tu fais des clips avec des maisons de disques, tu parles à une personne. Ouais.
Et donc, tu arrives ça? Tu arrives à changer cette Ouais, façon ouais, de concevoir la écoute, production d'un bah film? ouais, et puis, il faut dire les choses. Je gagne mieux ma vie. Mm. Donc, tu y arrives d'autant plus que tu gagnes mieux ta vie. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Euh, Tu vois, et ça change aussi, ça change vachement de choses Ouais, de ce point de vue-là, hein. Parce qu'évidemment, les années maison de disques et les années clips, euh, c'est pas des années où tu t'achètes une maison de campagne, hein, ouais. ni même une voiture. Mm. C'est plutôt les années vélo avant l'heure, hein. Ouais, ouais. Et donc, tu commences la pub, ça se passe bien, si je comprends bien. Ouais. Et là, il se passe quoi? Écoute, il se passe quoi? Il se passe des super années. Bah, il se passe donc Nancy qui s'en va. Après, Jean-Luc s'en va faire son aventure. Et donc, on est un peu un espèce de trio assez serré, Claude, Patrick et moi. Mm. Euh, et puis, donc moi très en charge des réalisateurs étrangers. Mm. Et je fais monter vraiment en fait, je prends cet espace. Patrick produisait, Philippe André, Claude produisait, Julien Trousselier, donc qui venait du clip, et puis moi, tout un tas d'autres réalisateurs, Wilfried, Brimo, les Jack, après bon, Akama en animation. Et moi, je prends l'espace des réalisateurs internationaux et je vois que je comprends un truc assez rapidement, euh, qui est que bah il faut être entouré des meilleurs et que t'apprends des bons en fait. Mm. Et puis là, je prends plaisir à aller à Londres, je prends plaisir à aller aux États-Unis, je prends plaisir à rencontrer les gens aussi. C'est ma manière de bosser, vraiment de pas juste, tu vois, tout à coup passer un coup de fil un peu speed, vite, il y a un script, vite, faut parler à une agence, vite, ça va être génial, ça va être super. Enfin, tous les espèces de poncifs un peu cheap. Mm. Et puis je me dis bah il faut aller rencontrer les gens, il faut voir si à l'époque via le clip je rencontre dans un festival, le seul festival français du clip qui a existé pendant une année ou deux. Je rencontre Martin de Turin que Mm. je signe, je rencontre qui est un réel de clip, je rencontre Dougal Wilson, je rencontre Patrick Daughters et puis on commence à bosser ensemble. Et, euh, et puis je vais signer, je vais chez Academy, et puis Martin signe chez Academy, donc je signe Seb Edwards, et Donc, puis je vais aux Academy, États-Unis. c'est une prod londonienne, c'est ça? Anglaise, Ouais. prod anglaise, c'est la prod de Jonathan Glazer. Donc, pourquoi tu vas les voir, toi, en tant que Je vais producteur les chez voir. Vanda? Alors déjà, je vais les voir parce que Wilfried Brimo, qui est réalisateur, était signé chez eux à l'époque. Euh, donc voilà. Et puis on a une relation. Et puis Martin de Turin que je signe était signé chez eux. Et puis je commence un peu j'entretiens les relations. Donc je fais mon petit marché, si tu veux. Je vois Ouais. un peu à droite à gauche quels sont les réals que je trouve intéressants. Donc je signe Seb Edwards. Et puis Seb Edwards, ça donnera Lacoste Ouais. Il quelques temps après. est super, ce film. Voilà. Et puis, merci. Et puis je signe, et puis je vais aux États-Unis, et puis je signe une boîte qui s'appelle Pretty Bird. Et Pretty Bird, c'est Paul Hunter, c'est Melina Matsukas, c'est les Daniels, et puis voilà, je ferai plusieurs films avec Paul. Alors, Bon, attends, je te coupe un peu. ouais. Quand tu dis tu signes une boîte, ça veut dire que tu fais un partenariat entre Vanda et la boîte pour représenter les réals de la boîte en France, c'est ça? C'est Exactement, ça? tu signes une représentation exclusive sur ton territoire. Mm, mm. Donc, tu prends les réalisateurs de la boîte et tu les produis et tu leur amènes des projets, des films sur ton territoire, sur la France. Et c'est quoi le deal dans ces cas-là? C'est une question dont on se sépare. Enfin, Ça peut être plein de choses. Alors, tu sais, la France, c'est oui, généralement, c'est de toute manière, c'est une partie de l'argent généré part à la maison mère, quoi, à mm. la prod, à la prod américaine ou anglaise ou suédoise. Et ouais, mais le marché français, c'est un marché hyper intéressant pour les l'étranger, mais évidemment, c'est un side market, quoi. C'est un marché d'appoint. Ouais, c'est du bonus. Voilà, c'est du bonus. Donc c'est pas une histoire, c'est jamais une histoire de fric au final. Ça l'est sur le papier au moment où tu fais un deal, parce que évidemment, en plus tu parles avec des anglo-saxons. Nous, on est un peu, pour eux, on est un peu des gens étranges. Tu vois, on fait des films avec eux, ils font des films avec des billets, nous on fait des films avec des pièces jaunes. Donc ils comprennent pas trop comment ça fonctionne chez nous. Mais quand Mais tu, ils aiment bien. quand tu vas les voir, est-ce que toi Mm. aussi tu veux vendre tes réals pour ces prods-là à l'étranger ou Euh, ça les intéresse Pas pas? tout, pas tout de suite. J'ai pas tout de suite cette idée-là et j'ai pas tout de suite cette conscience-là.
Dans un premier temps, j'essaye d'exister comme. En fait, je comprends que les agences et les créatifs, ils te regardent et que t'es beau si t'as les bons réalisateurs. Que les bons réalisateurs, à cette époque, ça a bien changé et fort heureusement, mais à cette époque, ils sont principalement étrangers. Mm. En tout cas, je parle du point de vue des créatifs, hein, parce que je parle pas de qualité intrinsèque. Je parle vraiment les créatifs français veulent bosser avec des étrangers. Et donc, je comprends qu'il faut aller chercher ces mecs-là. Donc, je vais voir Biscuit, voir Directors Bureau, voir Pretty Bird, voir Park Pictures, voir Academy, voir Rock, voir là. Et puis, il faut croire que ça marche parce que j'arrive à signer quand même un certain nombre de réalisateurs de renom et ça me permet de faire des films, des chouettes films en France. Et qu'est-ce qui, dans ces cas-là, donc toi, tu vas voir vraiment les boîtes avant d'aller voir tu vas pas voir les réals en direct. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas le faire? À l'époque, ça se faisait pas ou? Alors à l'époque, ouais, ça c'est un gros changement avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on parle, putain là c'est préhistoire, hein, préhistoire mais plus récente, mais alors Moyen Âge, c'est-à-dire que il y a pas Instagram, il y a pas Facebook, il y a pas Vimeo, il y Ouais, a pas tout ça. tu peux Donc pas en le fait, contacter, quoi. ben oui, le seul point de contact avec un réalisateur, c'est son producteur. Ouais. T'as pas le numéro de téléphone, t'as pas l'email, t'as pas seb.edwards@hotmail.com. Tu sais pas si c'est seb.edwards28@hotmail.com. Enfin bref, ça n'existe pas. Donc Et même si tu l'avais, tu le ferais ou alors c'est la je pratique? crois pas. Ouais, c'est la pratique. Et même si c'est super aujourd'hui d'avoir d'avoir des contacts directs, moi je reste persuadé que encore une fois, on a beaucoup à apprendre des meilleurs. Et moi, j'ai énormément appris, énormément. Et encore aujourd'hui, hein, j'étais à Londres la semaine dernière. Je reviens du festival Cyclopée à Berlin où j'apprends énormément des meilleurs marchés, c'est-à-dire l'Angleterre. Même si ça change un peu, ça a toujours été le marché créatif. Et donc, en parlant avec les producteurs, en parlant avec les agences, bah, tu apprends plus de choses. Les États-Unis, c'est un énorme marché de business, plus complexe. Bah, en parlant avec les producteurs, en ayant des relations, les échanges de points de vue sont quand même fondamentaux dans la constitution de ce que t'es. C'est-à-dire, on est toujours dans un rapport complexe à un sujet, à un talent. Il faut toujours relativiser, il faut toujours amener de la profondeur. C'est ce que le producteur doit amener à un réalisateur. Donc, plus tu te nourris de ces échanges, meilleur t'es. Le rapport avec un réalisateur, c'est un rapport différent. C'est un rapport beaucoup plus frontal, beaucoup plus direct, avec un objectif plus court-termiste, souvent, surtout quand il est étranger et qu'il bosse sur un marché secondaire. Ouais. Il faut faire un film. Mais Bon, voilà, tu ok. Alors, continues à faire ça, à beaucoup échanger avec des producteurs donc, et pas que des énorme, réals. énorme, énorme. Et j'étais super malheureux pendant la pandémie de plus pouvoir les voir, les rencontrer, discuter, écouter beaucoup. Mm. Là, je parle beaucoup, mais généralement, j'écoute plus. Non mais c'est l'idée du Mm, truc, hein, de toute façon. mm, Mais ouais, ça te nourrit. Je suis pas évidemment. sûr que tous les Ça, producteurs fassent ça, tu vois, de forcément passer beaucoup de temps avec leurs confrères, quoi. Parce que tu peux te dire ouais, que tu es moins ouais. légitime à appeler un producteur qu'un réalisateur. Ouais, Mais les gens aiment je sais bien en pas. parler, hein. Tu vois, moi, avec ce Ouais, podcast, je l'ai lancé parce que j'avais l'impression que ça n'existait pas, tu vois, ce côté, en tout cas à distance, en mm, digital, tu vois, en mode un peu média. mm, Et je me rends compte que les gens sont hyper, enfin, adorent ça, quoi, échanger sur ce ouais. métier-là. Bah moi je crois que c'est fondamental. Je crois que c'est fondamental. Je crois qu'on vit tous, on vit tous. Bah bon voilà, on vit tous les mêmes difficultés. On vit tous les mêmes moments de joie aussi. C'est un monde fermé, relativement fermé. C'est-à-dire qu'en fait, les producteurs passent de maison en maison, les réalisateurs passent de maison en maison. Ça, je l'ai vachement appris des Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert de se regarder du coin de l'œil? Quand tu sais que bah évidemment à la PAC j'ai eu par exemple une réalisatrice qui est une amie que j'adore qui s'appelle Nathalie Canguilhem que je connais depuis l'époque des maisons de 10 donc il y a fort longtemps et on a fait un bout de chemin ensemble et puis à un moment bah ça marche moins donc en fait elle s'en va Mais tu sais que tu peux te est-ce que retrouver, en mais gros. est-ce que pour Hmm. autant il faut se faire la guerre, il faut faire la guerre aux producteurs qui alors après c'est les manières hein, c'est les pour ça plus il y a de conversations plus les manières sont comment dire s'établissent et plus tout ça t'es jamais content quand elle s'en va mais c'est le cours des choses Hmm. et plus tu discutes avec les producteurs et plus tu l'acceptes Hmm, c'est le hmm. jeu. Ouais, d'accord.
Bon, bah super. Ouais. Donc on en est où là? On en est chez Vanda, On en on est en chez est à Vanda où tu fais beaucoup de pubs et tu fais le tour aussi des producteurs étrangers. voilà, et où je bosse avec des réals, où je fais des super films avec Sébastien Strasser, on gagne des Lions à Cannes, avec Seb Edwards, on gagne des Lions à Cannes, avec Paul Hunter, avec Melina Matsoukas, qui a maintenant une carrière géniale en fiction et en série, avec Noam Muro, avec Steve Rogers, avec Blue Society. Voilà, moi je travaille surtout avec des réals étrangers. Et ça me permet de bosser sur des marques comme Lacoste, comme Canal+, comme Adidas, comme Orange, comme Citroën, comme bon voilà, et de faire des films et de faire des palmarès un peu tous les ans, T'as tout de et suite, puis après tu, excuse-moi, je te coupe, Jérôme, je t'en mais prie. t'as tout de suite aimé la pub ou alors t'as eu un moment où tu disais que le clip c'est quand même vachement plus créatif, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as eu un moment comme Ah, ça où t'avais du mal à passer de l'un à l'autre? ah ouais, Ouais. ah ouais, ouais, ouais. T'as eu envie de refaire du Oui, oui, clip? c'est dur. Bah, j'en refais encore, hein. Ça Ouais. nous, enfin, déjà, on en fait encore. Et même si je produis pas directement, on fait vraiment ce boulot de production exécutive. On bosse, tu vois, à la PAC, on a un réalisateur, jeune réalisateur, Quentin de Ronzier. C'est Anna qui vraiment le produit, mais on bosse avec Anna tous les deux sur les scripts, sur les idées, sur les choix des artistes. Et j'apporte humblement ma pierre à l'édifice, mais c'est hyper important. C'est ça le boulot de producteur. Mm. Enfin, c'est plein de choses, mais c'est notamment ça aussi, c'est-à-dire continuer le développement, il se fait aussi notamment par le clip, donc je continue à garder un œil là-dessus. Et après, il faut trouver ton équilibre, voilà. Et c'est vrai que la pub, il y a un moment, au départ, c'est très, comment dire, c'est très procédurier, c'est très normé. Tu comprends pas trop tout de suite. Tu fais pas trop, quand tu viens du clip, tu fais pas la différence entre une bonne et une mauvaise pub, pas vraiment. Mm. Euh, Tu comprends pas ce qu'est un concept, tu comprends pas ce qu'est une idée au départ. D'ailleurs, je trouve que malheureusement c'est ce qui se perd, et c'est vrai que en parlant souvent à des plus jeunes, les pubs qui les font rêver sont des pubs de marques de luxe, des parfums, qui sont souvent d'ailleurs des pubs sans idée, mais qui sont des pubs de visuels, Mm. qui sont assez c'est ce que tu comprends le plus facilement quand tu viens du clip. Tu comprends ça. Après comprendre une idée, comprendre un concept, comprendre comment le développer au travers d'une réalisation, le mettre en valeur, ça il faut du temps, il faut de l'expérience, et c'est là où ça devient super. Mm. C'est là, et encore une fois, tu le comprends. Moi, Steve Rogers, il m'a fait comprendre plein de trucs. Noam Muro, il m'a fait comprendre plein de trucs. Strasser, il m'a fait comprendre plein de trucs. J'aurais pas bossé avec ces gens-là. Euh, il y a peut-être des choses que j'aurais pas. C'est des réalisateurs qui m'ont rendu bon. Phrase de, tiens, instant citation, Allez, une troisième. euh, une troisième phrase de Patrick Barbier. Euh, sont les réalisateurs qui rendent les producteurs bons. C'est parce que voilà, un producteur, euh, un producteur laissé un peu libre de ses choix, bon bah nécessairement il va faire un peu des choix économiques, ou il va faire des choix un peu de facilité, Mm. ou il va éviter de se créer des problèmes. Euh, un réalisateur exigeant rend un producteur exigeant. Mm. Donc plus tu bosses avec des bons réals, ah bah, plus tu deviens bon. Voilà. Ouais. Oui, non, mais heureusement que celui qui a l'idée, c'est pas le même qui doit s'arracher les cheveux avec le budget et se dire comment on va le faire, parce que sinon, Exact, t'aurais pas l'idée, quoi. exact, exactement, exactement. Et bon, et c'est pareil avec les créatifs. Après, tu comprends aussi. Après, tu prends plaisir. Puis il faut le temps de rentrer dans le monde. Tu sais, tu parlais du clip et tout ça. Puis il y a aussi le fait de faire partie d'un monde, d'une famille. Mm. Quand tu fais partie du monde de la musique, c'est un vrai monde, c'est assez codes, c'est sympa, c'est une famille, c'est assez chaud, c'est chaleureux. Rentrer dans le monde de la pub, ça prend aussi du temps. Il y a, tu vois, c'est pas, tu rentres pas fastoche, quoi. Hein. Mm. C'est te faire pote avec des producteurs d'agences, des productrices, des créatifs. T'as trouvé Ça ça prend du plus temps. froid ou plus faux ou... Ah, c'était assez dur. Bah, j'ai eu la chance, franchement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens super, tu vois, qui m'ont permis de m'épanouir et de prendre confiance. Mm. C'est DDB évidemment, où je commence à faire les films avec Johan au départ, donc Sophie Maigret, Julie Mathieu, Mathieu Elkaïm, Pierre Diaz, Alexandre Hervé. Ça a été vraiment, ils m'ont aidé. Michel Técher chez BETC qui démarrait un peu en TV Prod, m'a vachement aidé. Christopher Thierry qui démarrait chez H à l'époque,
pour se prendre Citroën, je vais faire vachement, et Marco, Antorelli, je vais faire vachement de chemin avec eux. On s'est tout de suite bien entendu. Et puis à Corinne Perche, Guillaume Delmas, Laure Bale, je sais pas, Guylaine Biral. Enfin, il y a eu des gens qui ont été hyper accueillants, tu Ouais. vois, et d'autres plus froids, d'autres ça a mis plus de temps. D'accord. Puis d'autres qui sont encore froids aujourd'hui. Hein. Après, tu peux pas être pote avec tout le monde non plus, mais en tout cas, au bout d'un moment, tu comprends, t'as une petite famille, t'as des habitudes, tu trouves une place, et puis là, ça devient plus facile. Ouais. Et alors du coup, t'as fait ça pendant t'es resté, Je suis alors attends, resté on est 11 encore ans chez chez Vanda, Vanda. excuse-moi, on n'est pas encore à la Ouais, PAC. ouais, je suis resté 11 ans chez Vanda. Jérôme, je crois qu'on va le Je suis resté- scinder en 2 épisodes, hein, parce que moi j'ai Ah, vraiment envie de excuse-moi. connaître la fin, hein. Ah ouais, non, non, mais je vais faire vite. Non, non, pas Je vais, forcément, non, non, je te dis, non, non, on va peut-être juste découper, hein. ouais, non, non, je fais 11 ans chez Vanda, voilà, et c'est super. Et puis évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, et là, au bout de ces 11 ans, se présente l'opportunité enfin, voilà. Au bout de ces 11 ans, en fait, je suis arrivé au bout d'une histoire avec Vanda, Ouais. à titre personnel. Et donc, d'arrêter. Et quand je décide d'arrêter, il y a 1000 choses dans ma tête. L'idée de créer une boîte, voilà, il y a des personnes qui m'approchent. Et dans ces personnes qui m'approchent, évidemment, il y a Alain Bernard, la PAC, boîte qui, en fait, moi, dans mon expérience de producteur, n'existe pas. La PAC à l'époque, je vois quelques films de temps en temps, mais bon, je me dis pas, tiens, c'est génial, c'est brillant. Ils font peu de films? Ils font moins de films, et puis je sais pas, ils sont pas dans l'histoire que je me raconte, hein. Moi je vois les télécréateurs, je trouve ça super. Je vois Iconoclast qui démarre, je trouve ça fantastique. Je vois Henri avec des gens avec Henri, enfin voilà, je vois des boîtes où je me tiens, ça c'est super. Mais bon, la PAC, Alors c'est dingue parce que rien. tu m'as, en s'échangeant quelques messages avant l'épisode, tu m'as dit que la PAC allait avoir 50 ans l'année prochaine. Ouais. J'ai carrément halluciné parce que franchement, enfin, je crois pas connaître des boîtes qui ont autant d'années d'existence. C'est la Je plus crois qu'il y en vieille? a pas. Je crois qu'il y en a pas. Il y en a J'ai pas? pas Ouais. encore. Je peux pas te le dire de manière sûre et certaine, mais de manière sûre et certaine, mais je crois qu'il y en a pas. C'est ouf quand même, 50 ans pour une boîte de Ouais. prod. Ouais, ouais. C'est assez dingue. Mais à l'époque, en tout cas, quand Alain me passe un coup de fil, me sollicite pour qu'on boive un café, voilà, la boîte m'inspire pas. J'y vais parce qu'on on m'a appris à honorer des rendez-vous. Je suis dans un moment de réflexion, et ce monsieur qui a un certain âge, mais qui est vert comme personne, qui a une tonique, drôle, vibrillonnant, tout ça me fait marrer. Et donc, Et ça ressemble à, donc c'est plutôt, Vanda est plutôt au-dessus de la PAC à ce moment-là, si je comprends bien? ah bah, Carrément? carrément, Ouais. Vanda est vraiment, on sort d'années où on a été classé au Gun Report dans les meilleurs prods au monde. Non, Ouais. on sort d'années de chaque année des Lions à Cannes, et au Club des AD, et au D&AD, et non, on est vraiment, on est dans les 3 meilleures prods françaises. Ah ouais. Et la PAC, bon, la PAC est plus là. Mmh. Et voilà. Et donc, en fait, moi, je me pose des questions. J'ai décidé de prendre mon bagage. Et puis donc voilà, je vois Alain une fois, mais bon, ok, ça s'arrête là. Et Et c'est quoi puis, sa en fait, situation à ce moment-là? sa situation, c'est qu'en fait, le créateur de la PAC, qui s'appelle Thierry Deganet, vient de mourir. Euh, Alain avait un peu pris ses distances aussi avec la boîte. La boîte va pas bien, et donc il cherche un repreneur. Voilà, c'est un peu ça qu'il me propose. Donc il est vendeur en fait. Il cherche pas juste un salarié en tant que Non, boss non, de. il est vendeur, exactement, il est vendeur, et il cherche un repreneur. Euh, bon, voilà, sachant, il est assez honnête avec ce qu'est la boîte, et dans quel état elle est, et ainsi de suite. Donc, et on se voit une fois, et puis il me rappelle, et puis il me re-rappelle, et puis il me fait marrer, et puis tu sais, après, c'est la vie, et tu sais pas comment et pourquoi à un moment ça penche d'un côté plutôt que d'un autre. Je quitte Vanda au mois de juillet, donc il y a 6 ans, 2015. Donc on signe, machin, bon voilà, c'est un moment un peu douloureux. Et quand je quitte Vanda, je sais pas encore ce que je fais. Et tout s'est accéléré en 15 jours, 3 semaines, où
dans les différentes options, et ben en fait je décide de reprendre cette boîte et de m'attaquer au sujet. Et voilà. Alors pourquoi à un moment comme ça, pourquoi tu choisis cette option-là de racheter une boîte et pas soit d'intégrer une boîte existante qui va bien, soit de créer carrément de zéro une prod, ou d'autres options que tu avais, j'imagine? Je crois que je crois que j'ai pas eu le courage. De partir de zéro. Ouais. C'est-à-dire, je suis un producteur, je suis bien en place, je suis bien identifié, tu vois, on va dire mon carnet d'adresses, j'ai mon expertise, mes réalisateurs, un certain niveau de production, et je crois que je me vois pas du tout avec mon bâton de pèlerin, mon sac à dos, partir de zéro, quoi. Mon expert comptable dans la poche gauche et un mec qui me, tu vois, enfin bref, au final, je crois que j'ai pas rencontré, j'aurais rencontré à ce moment-là quelqu'un qui me dit vas-y, on est deux, let's go, comme ça s'est présenté à certains moments chez Vanda. Peut-être que je l'aurais fait comme ça, mais là je suis tout seul et franchement, je le sens pas. Et intégrer une boîte, une autre boîte qui roule bien, mais pas en tant que boss. Ouais, bah voilà, et bon, bah cette option-là, vraiment, je me dis à quoi ça sert de quitter pour faire la même chose, que tu connais bien pour faire la même chose. Et donc ce challenge me plaît bien. Il y a un petit côté mission impossible, mais bon, c'est sûr, c'est aussi la personnalité d'Alain, qui est un mec incroyable, qui me séduit. Et puis voilà, je prends cette décision et c'est parti. Et c'est la fin de cette première partie. On n'a pas pu s'empêcher avec Jérôme de discuter pendant 2h30, tellement que c'était intéressant tout ce qu'il avait à me raconter sur son parcours. Donc dans le prochain épisode, vous aurez toute la suite, la deuxième partie avec le rachat de la PAC et tout ce qui s'est passé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la suite très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.